Alors, maintenant, nous allons laisser la parole à Marc Muren, éminent professeur au CHU de Rouen. Pour moi, c'est le Mozart de la chirurgie de la cornée. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il fait. Alors donc, il va nous parler d'un sujet assez transversal, enfin en partie tout au moins, qui est l'implantation allogénique, l'implantation intrastromale allogénique de la cornée. Cher Marc, à toi la parole. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être réinvité au sein de l'Académie et forcément ravi que l'ophtalmologie y soit également invitée. C'est l'occasion quand même de remercier tous ceux qui ont effectivement amené au développement des lasers femtosecondes parce qu'on va s'en servir également pour ce type de technique. Et donc, merci à tous dans cette salle et à M. Gérard Moreau en particulier. Alors, pour les non-ophtalmologistes, on va parler d'une pathologie aujourd'hui qui s'appelle le kératocone. C'est une déformation de la cornée. Ça touche les gens qui ont 15 à 25 ans. Vous voyez, c'est des jeunes. Et leur cornée, qui est cette membrane transparente à l'avant de l'œil, elle est tellement déformée qu'ils vont avoir une baisse de vision et ils ne vont pas pouvoir porter de lunettes pour corriger cela. On va leur prescrire des lentilles pour certains, mais tous ne vont pas la tolérer. Et donc, on a mis au point un certain nombre de techniques pour essayer de reformer cette cornée qui était toute gondolée. Et j'en ai cité quatre. La première, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des lasers eximeurs associés à des traitements chimiques. On a des anneaux intracornéens, on a des greffes. Et on a cette technique dont je vais parler aujourd'hui, qui est l'implantation allogénique intrastromale. Les premières techniques, on utilisait d'autres lasers, c'est des lasers eximeurs qui vont comme ça retirer un peu de stroma cornéen et on va coupler à des traitements chimiques, ce qui va permettre d'aplatir la cornée. Mais ils ont un petit souci, c'est qu'ils retirent de la cornée à une cornée qui est déjà extrêmement amincie. Il peut y avoir des cicatrices qui sont gênantes. On a aussi des techniques de greffe de cornée, mais chez ces jeunes de 15 à 25 ans que l'on va greffer, c'est des techniques qui sont assez complexes. Il faut être extrêmement entraîné. Pour y arriver, il y a un certain nombre de risques et c'est une des chirurgies les plus difficiles. Alors, pour éviter ça, on a la possibilité d'introduire dans la cornée des baguettes, vous voyez, de plastique pour la reformer. Mais ces baguettes de plastique, en fait, elles doivent être implantées très profondément dans la cornée, vous allez voir en OCT, et on ne peut pas les mettre si la cornée est trop mince. C'est une contre-indication. Et puis, à la longue, il peut y avoir des intolérances à cela. Et c'est à cause de toutes ces raisons-là qu'on assiste à un renouveau de la chirurgie additive dans le kératocone. Et ça va être permis par les techniques laser qui vont permettre de découper à l'intérieur de la cornée pour glisser des greffons de cornée. Pourquoi? Parce que rien n'est plus biocompatible dans une cornée que du stroma cornéen lui-même. Ça, c'est un travail qu'on a publié récemment sur des stromas de cornée qui ont même été positionnés à d'autres occasions il y a plus de 40 ans. 40 ans après, à l'occasion d'un retrait, on a une histologie qui est tout à fait parfaite. Donc, c'est pour ça qu'il y a un renouveau de ces implantations de stroma dans la cornée. Et si vous voyez dans mon schéma, vous allez voir que on va pouvoir faire des petits tunnels avec le laser pour y glisser ces greffons que j'ai mis en bleu foncé. Il n'y aura jamais de rejet de ces greffons. Ils sont très bien tolérés. Et puis, c'est très facilement accessible dans les banques de cornée parce que même les cornées qui ne sont pas vraiment viables, on peut prendre un petit bout de stroma. Alors, je vous parle de ces trois techniques. Les deux premières, c'est la greffe de la couche de Bowman et ce qu'on appelle les KERS. C'est des anneaux stromaux allogéniques qui viennent d'un donneur décédé comme une greffe de cornée habituelle. Et puis, on va aussi utiliser des lenticules qui viennent de patients vivants après des chirurgies de type SMILE. Alors, je ne m'étends pas, mais c'est des chirurgies de la myopie qui sont faites au laser femtoseconde. Voilà. Alors, la première technique, et on va voir souvent, c'est qu'on va associer des techniques manuelles à des techniques laser. Donc, il y a certaines parties qui vont être manuelles, c'est-à-dire ici, on va découper une partie antérieure de la cornée. C'est un geste qui est extrêmement précis. Il faut être très entraîné quand même pour réaliser ce type de geste. On va donc détacher une petite couche extrêmement superficielle. Et puis sur le schéma de droite, vous voyez que le laser a créé une découpe au milieu de l'épaisseur de la cornée. Et ce petit greffon qui est à gauche, on va le glisser à l'intérieur. Et si vous regardez sur la lampe à fente, alors forcément les non-ophtalmologistes auront du mal, mais ce tissu extrêmement fin, il va aplatir la cornée. Alors il ne va pas le faire chez tout le monde, mais chez un certain nombre de patients,
voyez, 87, ça veut dire que c'est très bombé. Et après le greffon, 75, ça veut dire que c'est moins bombé. Et si on regarde dans le temps, en ordonnée, vous avez le bombement de la cornée et vous avez le temps après l'intervention. Eh bien, vous voyez qu'il y a des cornées, vous voyez, qui sont à 78 de bombement et elles vont s'aplatir à 72 après ce type de chirurgie. Et surtout, on va voir que c'est plat tout le temps sur les 10 ans qui suivent. La deuxième technique, c'est des anneaux de cornée qu'on va glisser dans la cornée. Alors, vous allez voir, lorsqu'on fait une coupe de la cornée, le petit laser a fait un tunnel et on a pu glisser ces anneaux-là dans la cornée pour la reformer, pour réduire la déformation. Alors, au début, on les prélevait comme ça avec un petit trépan manuel, mais maintenant, on a fait une découpe au laser femtoseconde. Donc, vous voyez notre petite cornée, elle est passée sous le laser, et puis on se retrouve, c'est plus de la chirurgie, presque, on a juste à détacher le morceau de cornée, et si, il y a un petit coup de ciseau à donner pour avoir la longueur désirée. Et donc, vous voyez, ces petits anneaux, ils ont été entièrement fabriqués avec le laser. Et puis, si on les amène chez notre patient, eh ben, on va les glisser dans la cornée, mais qui est passée sous le laser femtoseconde avant. Et donc, il faut avoir préparé sa cornée pour pouvoir glisser ce petit morceau et pour pouvoir le reformer. Ici, un autre. Alors maintenant, on va dessécher nos greffons. Vous voyez, le petit tunnel, il est en forme d'arc. Et on glisse notre greffon à l'intérieur. Et forcément, vous imaginez bien que ça va rectifier les différentes déformations de la cornée lorsque l'on l'aura positionnée. Alors, suivant les cas, ben, on va respecter des protocoles. On va pouvoir mettre un anneau, deux anneaux, on va pouvoir les faire plus grands, plus épais, plus serrés ou pas. Et on va respecter des nomogrammes qui ont été publiés dans les littératures et que je ne vais pas détailler. Voilà. Mais ça va entraîner un aplatissement de la cornée par augmentation de volume de la cornée. Et vous voyez ici sur cette coupe, vous voyez très bien le petit anneau là, en forme de fuseau qui va reformer. Vous voyez qu'il y a un aplatissement juste en regard de la flèche. Et on va utiliser des anneaux fins ou des anneaux épais. Vous voyez qu'à gauche, l'anneau il est fin. Et en regard des petites flèches, eh ben, ça aplatit légèrement la cornée. Mais à droite, vous voyez, j'ai mis un gros anneau là. Et vous voyez qu'il y a un aplatissement qui est très important de la cornée. Si on regarde les travaux dans la littérature, il y a quand même la moitié des patients, vous voyez ici 50%, qui ont une amélioration visuelle significative avec ces techniques. Ici, vous voyez ici à droite, 50% amélioration significative. Ici même, là, 67% dans les différentes études qui ont utilisé toutes ces techniques. Alors, vous n'êtes pas spécialiste, mais à droite, on va voir que ça entraîne un aplatissement de la cornée. Et ici encore, vous voyez, quand c'est bleu comme ça veut dire que la cornée est aplatie, alors que vous savez, dans cette pathologie, elle est bombée à l'origine. Voilà. On peut comme ça créer toute une catégorie d'anneaux qui vont aplatir la cornée. Ces anneaux, on se rend compte qu'ils sont extrêmement biocompatibles. Et ça, c'est l'avantage de ces chirurgies, c'est qu'elles sont réversibles. Si on n'est pas très content du résultat, on peut la retirer même plusieurs années après. Là, c'est un an plus tard. Et on va en mettre un plus épais. Donc, on peut s'adapter, hein, c'est un des gros avantages de cette technique. Voilà, je vous passe ces chiffres qui ne sont pas intéressants. Pour passer à la troisième technique, qui est le SMILE. Alors, c'est un très joli nom en chirurgie de la réfraction, de la myopie, et qui signifie Small Incision Lenticule Extraction. On adore les acronymes en ophtalmologie, il y en a des milliers aujourd'hui. Mais cette technique consiste avec un laser femtoseconde, vous voyez, à retirer le lenticule qui est plus épais au centre qu'en périphérie. Et une fois que vous avez retiré ça, forcément, la cornée va s'aplatir. Mais ce petit lenticule qui a été retiré au laser femtoseconde, eh bien, on va pouvoir l'utiliser chez un patient. Ici, vous voyez, on va le glisser dans une poche également réalisée avec un laser femtoseconde. Et forcément, ça va entraîner des modifications de courbure de la cornée en fonction du lenticule qui a été utilisé. Alors, c'est vrai que si on utilise des greffons plus épais au centre, on va avoir un effet d'épaississement, mais de bombement, et on va pouvoir coupler les chirurgies laser qui vont obtenir le lenticule avec des chirurgies manuelles. On va créer des formes de donuts pour pouvoir non seulement épaissir la cornée un peu en périphérie, mais l'aplatir au centre dans ces pathologies avec un effet significatif sur deux tiers des patients. Voilà, ici on voit l'aplatissement généré par ça. Certaines équipes italiennes, vous voyez, vont travailler au laser femtoseconde des cornées humaines de donneurs et vont façonner ensuite la cornée à partir de ces lenticules
présent, vous le voyez ici, à l'intérieur de la cornée. Le laser, le lenticule qui est plus fin au centre qu'en périphérie, qui donc va l'aplatir dans un second temps. Avec, regardez uniquement à droite, l'effet généré par ces techniques, il y a un aplatissement en bleu du centre de la cornée. Et on peut même avoir des lenticules un peu à façon, vous voyez, pas que circulaires, lorsque les kératocones sont décentrés. Voilà. Alors, si on veut résumer un peu ce que j'ai dit, qui est peut-être un peu spécialisé, on a donc trois techniques. La technique de greffe de couche de Bowman qui est utilisée pour les kératocones qui vont être très importants. Et puis surtout les patients qui vont avoir un suivi difficile, parce que ça va donner un aplatissement de ce qu'on appelle nous de 5 dioptries, c'est relativement modéré, mais ça va stabiliser la pathologie. Donc il y a un certain nombre de patients qui ont des trisomies 21, qui ont des kératocones, qui sont des bons candidats pour ce type de technique. La plus utilisée aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle KERS. Ce sont ces anneaux de cornée que l'on va glisser dans une poche, dans un tunnel réalisé au laser femtoseconde. Ça, c'est aujourd'hui extrêmement utilisé dans toutes les équipes de cornée qui font du kératocone. Il y a encore des progrès à faire, mais on va dire qu'on a une amélioration très significative et ça permet quand même d'éviter la greffe de cornée dans un certain nombre de cas. Après, sur l'utilisation des lenticules de Smile que l'on va retirer après une chirurgie de femtoseconde, alors l'effet dans le kératocone, il semble plus modeste, mais il y a probablement d'autres indications, en particulier la forte hypermétropie ou des ulcères cornéens, dans lesquels nous pourrons les utiliser. Un orthopédiste dans la salle, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Et donc, aujourd'hui, on se pose quand même la question de quelle est la meilleure technique de conservation de ces greffons. Euh, et puis forcément, on décrit ces techniques-là, mais pour mes amis ophtalmologistes, il y a d'autres techniques encore qui se développent. Alors, le laser femtoseconde dans la cornée permet de créer des poches dans lesquelles on va glisser des implants de collagène provenant de collagène de porc. Donc, il y a même déjà des résultats à un an, vous voyez, en 2025. Et puis, il y a également des techniques de laser excimer que l'on va revisiter et combiner à des traitements chimiques et qui également vont permettre de réduire la déformation de la cornée qui est particulièrement bombée. Voilà. C'est un petit tour d'horizon que je voulais vous montrer, mais vous voyez sur cette image un peu finale, toutes les techniques qui peuvent exister pour essayer de reformer la cornée chez ces patients-là. Et parmi celles-ci, ben, vous avez au centre tous ces implants allogéniques, c'est-à-dire ça vient d'un donneur, c'est des morceaux de cornée, tous découpés au laser femtoseconde, avec des applications cliniques déjà depuis maintenant quasiment 5 ans en ophtalmologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci. Je marche, j'ai l'impression d'avoir fait un peu. Allô? Ah, ça y est. Merci beaucoup, Marc, de cette très, très belle présentation. Alors, pour les personnes qui ne sont pas ophtalmologistes, le kératocone, c'est un peu l'équivalent d'un anévrisme pour les vasculaires. C'est-à-dire, c'est la cornée qui se déforme et qui crée une baisse d'acuité visuelle difficilement corrigeable parce que ça ne se corrige pas par des verres et qui peut arriver à qui peut être potentiellement incitante. Et l'objectif, c'est de redonner une consistance à la cornée pour qu'elle résiste à la pression interne de l'œil. Alors, j'ai quelques questions à te poser, donc, puisque tu parles de greffe allogénique. Alors, tout d'abord sur l'origine des greffons, ensuite sur la problématique du rejet corné et rejet potentiel, donc par rapport à cette greffe hein, en Alors, particulier. Et ensuite, oui, c'est ça, l'origine des greffons. Est-ce qu'elles viennent de patients opérés de chirurgie réfractive ou de patients ou de la banque des yeux, etc. alors, les deux premières techniques viennent de la banque de cornée, donc c'est-à-dire que ça vient de patients donc, qui sont décédés, qui ont fait le don de la cornée. Et certaines cornées vont donner des greffes, vont être dirigées vers des greffes totales de cornée, hein, ce qu'on appelle la greffe transfixiante ou les greffes lamellaires. Et puis d'autres vont servir parce que, ils ont un stroma de bonne qualité et on va pouvoir le travailler pour le réutiliser. Donc on va utiliser qu'une petite partie de la cornée dans ces cas-là
pour reformer la cornée du patient. Donc là, c'est donneur, on va dire, cadavérique. Voilà. Donc ça respecte le même circuit que la greffe de cornée habituelle. Il n'y a pas de pénurie vraiment de cela dans les banques de cornée. Voilà. Après, la troisième technique, vous l'avez compris, c'est des donneurs vivants. Alors eux, ils ont été opérés de la myopie. Et le chirurgien leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on réutilise? Alors là, on parle de résidus opératoires. Alors là, il faut d'autres autorisations et ça doit passer quand même par des banques de tissus avec des sécurités comme les sérologies qui doivent être les mêmes que celles d'une greffe de cornée habituelle. Voilà. Oui, à l'Académie, nous nous intéressons beaucoup à la chirurgie régénérative autologue, en particulier à partir des tissus issus du patient lui-même. Dans quelle mesure, sur une cornée qui est épaisse, vous pourriez éventuellement faire des autoprélèvements qui permettraient de reconstruire des lenticules autologues qui ne poseraient pas le problème du donneur, du port, etc., et qui seraient peut-être facilement intégrables? Alors, c'est intéressant parce qu'on se pose toujours la question du rejet. C'est ça la première question hein, pour ça. Donc, effectivement, mais lorsqu'on greffe du stroma, c'est un tissu avec très très peu de cellules qui vont d'ailleurs mourir très vite. Et on n'a jamais vraiment décrit de rejet du stroma cornéen. Maintenant, c'est vrai que le stroma, il y a beaucoup d'études, de recherches pour essayer de le recoloniser à partir de cellules souches prélevées sur le patient. Alors, cellules adipeuses, cellules, en général, on va les trouver là. Hein. En tout cas, la plupart des travaux sont des cellules mésenchymateuses que l'on va chercher en autologue chez le patient. Mais par exemple, il y a des pathologies unilatérales sur lesquelles on va chercher des cellules souches sur le limbe et sur l'épithélium pour les rapporter sur l'autre œil, on va dire. Hein. Dans le tissu adipeux, c'est le stroma vasculaire mésenchymateux qui est qu'on peut retirer Oui, et qui permet justement de régénérer des cellules souches. oui. Alors effectivement, ces cellules-là, on recherche, on le fait dans notre laboratoire également, elles vont pouvoir petit à petit reprendre le phénotype de kératocytes cornéens. On le voit très bien avec les différents marquages en immunohistochimie lorsqu'ils sont réinjectés dans ces matrices et les rapports cellules-matrices vont effectivement générer des intégrations de bonnes factures. Il me semble qu'on a une question de Hudson Nakamura qui est Ah, ophtalmo. alors j'en profite avant de laisser la parole à Joël Hudson Nakamura, de remercier tous les patients qui sont venus de tous les coins de France, enfin patients, collègues, je veux dire, qui sont venus de tous les coins de France, pardon. Rachid Terry qui vient du Maroc, Hudson Nakamura qui est connecté depuis le Brésil et qui est membre de l'Académie. J'en profite aussi pour saluer Damien Gatinel, chef de service à la Fondation Rothschild, qui est venu nous apporter sa présence amicale. Et donc, je laisse donc la parole à Hudson Nakamura et vous pouvez voir ainsi que l'Académie nationale de chirurgie est écoutée à travers le monde, donc pas seulement dans la salle. Et j'en profite également pour dire que le nombre d'audiences sur YouTube des séances académiques est assez impressionnant. Je vous laisserai découvrir les vôtres en espérant qu'elles vous apportent de bonnes surprises. Hudson. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir participer ici aujourd'hui avec vous. Je vous remercie pour cette excellente présentation. Je voudrais savoir, parce que je suis spécialiste de la rétine, pour les rejets, est-ce qu'il y a une considération pour les patients qui ont été soumis à la chirurgie de détachement de la rétine? Et la présence de huile de silicone, est-ce que ça pose un problème? Alors, bon, là, on part de, c'est un autre sujet, effectivement. Alors, les patients qui n'ont pas de cristallin et qui ont du silicone dans leur œil peuvent avoir un contact entre l'huile de silicone et la cornée et générer un certain nombre de problèmes, qu'ils soient de décompensation endothéliale de la cornée, mais également de glaucome, hein, puisque cette huile de silicone, à la longue, va s'infiltrer dans les trabéculomes et entraîner des dégradations. Mais on n'est pas très concerné par le sujet d'aujourd'hui et le silicone. Merci. Merci Hudson. Hudson qui est professeur d'ophtalmologie au Brésil. Donc. Moi, j'ai un petit commentaire, bravo, hein, j'ai encore énormément appris grâce à vous. J'ai une toute petite question, je ne suis pas du tout ophtalmo, je suis chirurgien des femmes
des cancers gynéco et mammaires. J'ai une question sur la durée de vie des implants que vous mettez, que ce soit dans la cataracte ou dans cette chirurgie-là. C'est des durées de vie quasi éternelles, le temps de la vie des patients, ou il faut le changer? Alors, si on parle de stroma, hein, du morceau de cornée, c'est la vie des patients. Voilà, on peut considérer qu'il sera à la fois intégré au début, puis d'année en année, de 10 ans en 10 ans, renouvelé, parce que les cellules également vont le redétricoter comme elles le font sur toute la vie. Après, pour la cataracte, Cédric, pardon, ce sont des dérivés qui en général sont quand même, on va dire, moins biodégradables que nous ne le sommes nous, quoi. Donc, en général, quand on a eu un implant, sauf exception, il y a certains matériaux moins bien tolérés, mais en général, on termine notre vie avec. Merci beaucoup, Marc.